Bonjour à toutes et à tous, c'est Numa, le fondateur de Sustainable Performance and Clarity, et je vous fais cette compilation des interviews que j'ai réalisées en 2025 au contact de ces professionnels spécialistes et experts, afin de leur poser la question comment remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations. Et avant qu'on commence, bien évidemment, cette respiration consciente que l'on prend ensemble, vous aussi derrière votre écran, afin de revenir ici et maintenant. À 3, 2, 1. Je vous laisse maintenant avec la pionnière Annika Manson qui a fondé dès 2008 Happy at Work pour s'occuper de la question éponyme du bonheur au travail. Et Annika, cette question, comment selon toi remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui? Excellente question et que je me pose depuis 18 ans que Oui. j'ai créé Happy at Work en 2008. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Donc, c'est vraiment le travail de fond que j'ai fait depuis 2008. Et petit à petit, il y a une évolution au niveau de la réponse parce qu'il y a quand même des choses qui bougent. Mhm. Et là, je pense que là, en 2026, tout début de cette année, l'effort, comme je vois, parce que c'est toujours où est-ce qu'il va avoir plus d'impact en fait, parce qu'il faut que les choses bougent. Mhm. Je pense que c'est au niveau de dirigeants, au niveau de comité de direction, au niveau de managers, pour vraiment les sensibiliser et les influencer à prendre conscience de l'importance et de comment le faire. Et donc, il y a toute une évolution, et bien sûr positive, on va vers un temps meilleur au niveau de l'humain au centre parce qu'il y a eu grâce aussi à Covid, quelque part, de prise de conscience, politiquement plus correct à parler de la santé mentale aujourd'hui, Mhm. au bien-être de l'humain. Et, euh, et ce qui est important aujourd'hui, je pense, ici en Suisse, ce qui manque, c'est un petit peu de voir ce qui se passe dans certains pays comme la Suède, mais aussi le Canada, où il y a un cadre qui n'est pas strict comme en France, Mhm. et peut-être un manque de flexibilité, mais il y a un cadre flexible, je dirais, qui est intéressant. Par exemple, où il cadre un peu plus au niveau de comment gérer les risques psychosociaux, et surtout ce qui cadre, c'est comment on peut mesurer qu'une organisation, une équipe, un manager a vraiment mis en place des choses. Est-ce qu'on est tick the box? Est-ce qu'on est dans le feu vert ou est-ce qu'on est dans le feu rouge? Mhm. Et c'est par exemple une chose comme au Canada où ils disent il y a un certain nombre de jours de formation de chaque manager pour qu'il puisse avoir les compétences à détecter les signaux d'alerte quand quelqu'un ne va pas bien et Mhm. surtout comment réagir, comment agir, quelle est mon posture en face d'une situation comme ça, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc là, lors d'un contrôle ou lors de justement, est-ce qu'on a mis en place le cadre de risques psychosociaux, ben, on va poser la question au manager, qu'est-ce que tu feras, qu'est-ce que tu fais dans une telle et telle situation? Et là, on peut tick the box ou pas, parce que Mhm. est-ce qu'on a mis en place cette formation? Est-ce que cette personne a ces compétences-là? Et ça, je trouve intéressant parce que c'est un cadre, mais qui ne renferme pas, qui ouvre. Et que c'est plus facile aussi à naviguer pour les organisations et les managers qui, très souvent, ne savent pas euh, par où commencer et quoi faire, en fait. Magnifique, magnifique. Je retiens déjà cette stratégie top-down qui va être peut-être clé, incarner ce que l'on veut voir figurer au sein de l'organisation et puis cette question d'ouverture et de tick the box qui était très intéressante. Donc merci beaucoup Annika. Maintenant, si les personnes qui sont derrière nous et qui ne te connaissent pas encore, parce qu'en Suisse tu as fait un travail formidable ces 18 dernières années, que moi je suis très impressionné, c'est aussi pour ça que Merci. j'avais très envie que tu puisses partager. S'il devait te contacter aujourd'hui, ce serait pour quelle raison? Mm. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais ce que je voudrais mettre en avant et où il y a deux besoins vraiment très concrets en Suisse, c'est des conférences, des workshops, des ateliers de sensibilisation dans les organisations. Mhm. Donc, on le fait de plus en plus, mais il y a encore plein d'organisations qui ne l'ont pas fait. Et c'est quelque chose de très facile à mettre en place.
1 ou 2 heures, une matinée, où on va rassembler toute l'organisation entière ou par segment, on commence par le board, le management et les employés, où tout le monde est dans la même salle, où on va faire de la sensibilisation. Et c'est quelque chose de très concret en fait. Pourquoi c'est important? Pourquoi aujourd'hui le bien-être et la santé mentale est encore plus important qu'avant? Et qu'est-ce que c'est en fait et comment le mesurer? Et des outils très simples à mettre en place demain pour le manager et pour les employés pour pouvoir ajuster la façon de travailler. Il est grand temps. Magnifique. Merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, je vous encourage à contacter Annika. Vous avez son lien dans la description. Et puis, merci du fond du cœur, Annika, pour cette interview, pour ton partage. Merci à toi pour tout ce que tu Merci. fais aussi. Merci. Et puis, à vous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Je suis ravi aujourd'hui de retrouver Nicolas au bord du lac Léman. Et Nicolas, est-ce que tu as une idée, un partage sur comment, selon toi, remettre l'humain au cœur de la stratégie aujourd'hui? Bonjour à toutes et tous, bonjour Numa, merci de ton invitation. C'est un vaste et grand sujet, comment remettre l'humain au centre de la stratégie, au cœur de nos vies frénétiques, nos vies palpitantes, haletantes et parfois éreintantes également, avec des entreprises qui vont très vite et des objectifs de croissance, parfois de toujours plus importants. On est aussi dans des sociétés très urbanisées, dans des sociétés qui vivent avec des transports en commun qui sont parfois oppressants. Comment dans tout ce contexte-là arriver à mieux se sentir, à mettre plus d'humain? Je crois qu'il y a 2 facteurs importants selon moi. Le premier, c'est de retrouver du temps. C'est un facteur évidemment impalpable. En mindfulness, on parle d'instant présent, mais comment arriver à retrouver du temps véritablement dans nos vies? Je prends un exemple récemment, à quelqu'un qui travaille chez Havas en Espagne m'a dit, dans cette grande agence de com, lui et son équipe, ce qu'ils font, pas tous les midis, mais souvent le midi, ils prennent 1 heure, voire 1 heure et demie, vraiment pour cuisiner ensemble. C'est un exemple très tangible de ce qui peut se faire dans une entreprise, par-delà les contraintes ou les calls qui se multiplient, mais comment arriver à créer véritablement de l'espace pour se redégager du temps. Et à travers ce temps, à travers ce partage, on va pouvoir ensemble mieux se comprendre, mieux s'écouter, une vraie écoute active. Et ça, c'est la clé demain et après-demain, au sortir par exemple de ce déjeuner ensemble, de faire des réunions plus fructueuses, plus humaines et plus constructives. Un autre élément pour moi pour retrouver évidemment de l'humain et remettre l'humain au centre, c'est de revenir aussi à ce que l'on est véritablement, des êtres de nature. Et on a besoin, à l'heure où je crois que plus de 60% peut-être ou 75% de la population tend à devenir urbaine, là encore, de retrouver des espaces de nature pour pouvoir se réancrer, peut-être méditer, peut-être faire du sport, peut-être faire des jeux ensemble ou des pratiques quelles qu'elles soient, mais se reconnecter à la nature qui a véritablement des pouvoirs, et c'est démontré par des cortèges d'études scientifiques, qui a la capacité à nous réapaiser et là encore à nous rouvrir davantage à l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son statut, sa fonction, son origine. Donc plus de temps et plus d'espace naturel dans les villes et hors des villes. Je crois que c'est deux facteurs qui de façon très concrète nous permettent ensuite d'être mieux engagés dans nos projets, que ce soit des projets d'entreprise, des projets associatifs, des projets familiaux, et d'arriver peut-être à mieux coordonner tout cela dans nos vies. Magnifique, c'est excessivement inspirant. Donc 2 facteurs, le premier le temps et puis le second la nature. Donc c'est quelque chose qui nous parle beaucoup avec ce contexte magnifique. Donc Benoît, bonjour, ravi de se retrouver dans le cadre de ce salon RH. Donc Benoît, voilà, la question à se poser aujourd'hui, quel serait ton conseil pour remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui? D'abord, je voudrais te remercier, Nouma, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, sans doute plus une expérience à partager ou des idées, des convictions qui sont basées sur de l'expérience. L'humain, en fait, une entreprise, c'est un écosystème ouvert à ses différentes parties prenantes. Et cet écosystème est composé principalement d'humains qui sont en interaction les uns avec les autres. Tout à fait.
Et ça ne s'arrête pas évidemment aux collaborateurs de l'entreprise. Parmi ces parties prenantes, c'est important de s'en rendre compte. Il y a évidemment l'entrepreneur et puis les actionnaires. Et puis il y a la direction, il y a les collaborateurs. Et puis il y a toutes ces parties prenantes qui sont assez vastes et nombreuses en fait, qui sont les fournisseurs, qui sont les populations impactées par l'activité de l'entreprise, qui sont bien entendu les clients. Et la façon dont elles interagissent, en fait, toi tu es un spécialiste de la pleine conscience, mais dépend très fort de leur niveau de conscience. Et le niveau de conscience d'une organisation, elle dépend souvent du niveau de conscience de sa direction. Parce que la direction ouvre ou ferme le niveau de conscience et de confiance d'ailleurs. C'est un lapsus intéressant. Et pour moi, la conscience ou la pleine conscience, c'est avant tout c'est des choses extrêmement pratiques. C'est pour moi la conscience de comment nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons avec nos différentes dimensions, qui, selon l'angle qu'on prend, mais c'est avant tout une dimension physique. On a un corps, et puis on a des émotions, et puis on a un esprit, un mental qui pense, et puis on a des aspirations de sens, dimension spirituelle, je dirais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on se réfugie surtout dans cette dimension mentale. Combien de langues on parle, quelles études on a fait, quelle est l'expérience, sans se rendre compte qu'on a affaire à des êtres humains et dont le comportement, dont la performance quelque part, la capacité d'interagir et la créativité, l'engagement dépendent de leurs différentes dimensions. Et donc prendre conscience de ces différentes dimensions est fondamental. Donc la relation qu'une personne a avec elle-même avant tout, et la bonne compréhension qu'elle a de sa dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, va déterminer complètement tous ses comportements. Cette conscience de soi-même va changer complètement la façon dont on interagit avec ses collègues, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec les investisseurs, avec les banquiers, avec toutes les parties prenantes. Ce niveau de conscience détermine complètement le comportement, la culture, les habitudes d'une entreprise. Et donc, quelque part, façonne son identité, sa marque, et comment les clients vont adhérer ou ne pas adhérer, les investisseurs vont adhérer ou ne pas adhérer. Et donc, dans les dimensions humaines, le fait de commencer à mieux se comprendre, mieux intégrer nos différentes dimensions, et donc physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, va nous permettre aussi de mieux vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est l'expérience qu'on vit maintenant. Du ici et maintenant. Ici et maintenant, mais dans nos différentes dimensions. Qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je parle? Quelles sont mes sensations physiques? Quelles sont les idées? Pourquoi je suis motivé à partager avec toi aujourd'hui? Tout ça est intimement lié. Et je crois que le gros problème que nous avons aujourd'hui et auquel fait face l'humanité, c'est le fait que nous soyons coupés de nous-mêmes, coupés de notre expérience, du moment présent. Et cette coupure au niveau individuel, si on le voit au niveau sociétal, c'est une coupure de la société avec l'environnement. Nous sommes coupés de nos corps et de nos émotions, mais la société est coupée de l'environnement et de l'ambiance collective et sociale. Et donc c'est une coupure d'abord individuelle. Alors je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'en développant, et c'est ton activité, notre pleine conscience de notre fonctionnement, et c'est extrêmement vaste évidemment, en faisant ça, on peut être le changement auquel on aspire pour le monde. C'est cette fameuse phrase de Gandhi. Justement, j'en profite pour... comme tu l'as dit, il y a un diagnostic qui a été fait. Le monde est dans une complexité qui ne fait que croître. Et le but et l'objectif de ces mini-interviews, c'est de proposer maintenant des solutions. Et c'est aussi pour ça que c'est une joie de te recevoir, pour que tu puisses dire à notre audience ce que tu fais avec The Resilience Institute au quotidien. Ce qu'on fait au Resilience Institute, entreprise qui a été créée il y a presque 25 ans maintenant par un médecin néo-zélandais, le Dr Sven Hansen. Il s'appuie dans l'approche,
en fait, on s'appuie sur tout ce que les neurosciences, l'épigénétique, la médecine en général, la psychologie positive, le leadership, tout ce que ces sciences ont découvert récemment, et c'est énorme tout ce qui a été découvert. Et le Resilience Institute rend ça extrêmement pratique. On mesure le niveau de résilience, donc on a un outil d'assessment qui nous permet de poser un diagnostic au niveau individuel et collectif afin de fixer des priorités et d'évaluer les risques et les forces individuelles et collectives qu'une entreprise a ou une organisation a pour augmenter le niveau de résilience et donc augmenter la capacité qu'a l'organisation à s'adapter à la réalité du monde et sans doute la façonner aussi. Donc c'est une façon de réagir et d'agir positivement. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine interview. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Natacha Carucci. Bonjour Numa. Bonjour. Natacha, quel serait ton conseil aujourd'hui afin de remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations? Alors en vérité, aucun conseil, juste plutôt une invitation à se poser la question cruciale et nécessaire. De quoi aurais-je besoin en tant que manager, en tant que dirigeant, pour préserver ma santé mentale et physique dans mon environnement professionnel? Je suis prête à parier que s'il trouve la réponse pour lui, il la trouvera forcément pour ses collaborateurs. La salle de sport, c'est bien, offrir des abonnements, les tickets restaurants, des voyages pour les plus performants. Bien sûr, c'est motivant. C'est motivant, mais ce n'est pas forcément inspirant, déjà, pour commencer. Et est-ce que c'est vraiment les bonnes mesures, en fait, de la santé mentale et physique au travail? Je n'en suis vraiment pas sûre. D'ailleurs, on a des KPI pour tout. J'avais des KPI pour mes commerciaux. Chaque vendredi, on remplit le tableau des KPI, mais jamais ce que j'appelle le tableau des cas bien-être. Pourquoi on n'aurait pas des indicateurs? Ça prendrait pas beaucoup plus de temps, en fait, à remplir qu'est-ce qu'on a réalisé et comment on s'est senti. Ceux qui ont du succès, ils partiront en week-end rassurés. Ceux qui ont flanché, on peut les rattraper, on peut les aider à aller mieux. Je ne pense pas que c'est totalement décalé d'imaginer quelque chose comme ça. Après, un leader qui prend soin de lui inspire les équipes et donne l'exemple. Donc pour moi, effectivement, ça doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Mais ça se discute tout en haut. Ça doit faire partie de la gouvernance d'une entreprise. C'est le top management. Donc c'est quelque chose qui se met top-down et vraiment de façon transversale. Je pense que l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de penser que le DRH est responsable de ça. Pas uniquement. Je pense que c'est chacun qui est responsable. Une responsabilité partagée. Absolument. Oui, tout à fait. Très intéressant. Donc un investissement qui est finalement rentable. Prendre soin de l'humain et à commencer par nos dirigeants. En ce moment, il y a cette problématique que l'on rencontre dans toutes les bouches et notamment dans la direction des ressources humaines, de penser aussi à prendre soin de vous. Merci mille fois, Natacha, pour ce partage. Bien, on se retrouve avec Alexandre. Très très heureux de recevoir Alexandre, toujours dans le cadre de ce salon RH. Et Alexandre, donc cette question, comment selon toi on peut remettre l'humain aujourd'hui au centre de la stratégie des organisations? Bonjour Nouma, content de te retrouver ici sur ce salon. Alors effectivement, remettre l'humain au centre de la stratégie est un élément essentiel. J'ai passé 25 ans en entreprise et j'ai cherché en fait beaucoup de solutions pour performer, mais aussi éviter de m'épuiser. Je passais toujours sur des cycles entre la performance, l'épuisement, la performance, et j'ai cherché en fait ce qui pouvait me convenir. Et je pense que la première chose essentielle, c'est de mieux se connaître déjà soi, parce que souvent on est en mode autopilote. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on avance, donc connaître comment nous on fonctionne, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en consomme, comment est-ce qu'on gère tout ça un petit peu au quotidien. Donc ça, c'était un travail d'introspection qui m'a permis d'identifier quelque part quelles étaient mes sources d'épuisement, mes sources de performance. J'ai beaucoup cherché des solutions, la respiration, comme on vient d'en faire, le yoga par exemple, trouver aussi peut-être des solutions comme l'hypnose, la kinésiologie. Mais c'était vraiment un peu la jungle d'être
trouver les bonnes solutions. Et j'ai beaucoup partagé ces éléments autour de moi, ça résonnait beaucoup auprès de mes collègues, aussi de mes supérieurs au niveau des RH, aussi au niveau de l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de dédier en fait mon activité principale à accompagner les gens justement à identifier les solutions qui leur conviennent. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine interview. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Donato. Merci beaucoup pour cette interview. Donato, je me tourne vers toi pour cette question. Comment remettre, selon toi, l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui? C'est une vaste question. Remettre l'humain au centre des préoccupations des organisations. Eh bien, moi j'y vois en tout cas une chose essentielle, c'est de répéter peut-être plus souvent qu'il n'y paraît que les gens ont de la valeur. Et ce n'est pas de la valeur marchande, mais c'est vraiment de la valeur en termes de compétences, en termes de présence, en termes d'émotionnel. Donc effectivement, c'est de répéter régulièrement que ces gens sont précieux pour l'organisation, pour le développement de leurs affaires, pour le développement de relations, pour le développement de leur propre réseau, des uns et des autres d'ailleurs, dans un sens comme dans un autre. Mais c'est vraiment la valeur, c'est de répéter qu'on est un objet précieux. Et ça, je crois que c'est le plus important. D'ailleurs, il est bon de dire qu'on parle maintenant beaucoup de transition écologique. Et que souvent, on parle de l'axe environnemental, on parle de l'axe économique, et puis souvent, il y a le parent pauvre qui est l'axe sociétal. Et la vérité, c'est que si on ne met pas l'homme, les hommes, au centre de ces préoccupations écologiques, en tout cas de transition, eh bien, on ne va pas y arriver. Parce que sur le fond, tu peux avoir beaucoup de soucis en tête, et quand tu as beaucoup de soucis en tête, que ce soit économique, que ce soit personnel, ben évidemment que la transition, tu ne peux pas tellement l'activer. Et sur le fond, c'est de vraiment se dire, quand on met en place quoi que ce soit dans une organisation, en termes de transition, je prends cet exemple, mais en termes marketing, en termes communication, c'est de se poser vraiment la question, quelles sont les personnes de valeur que je peux mettre en lien, que je peux proposer, à qui je peux demander d'intervenir pour pouvoir développer quelque chose ensemble et remettre ces personnes au centre des préoccupations de tous les jours, quelles qu'elles soient, opérationnelles ou managériales. C'est important. Alors voilà. Magnifique. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec très grand plaisir pour recevoir Daniel. Daniel, quel serait ton conseil aujourd'hui pour remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations? C'est une question complexe. Je vais essayer d'y répondre de façon simple avec ce que je crois, parce que fondamentalement, il faudrait presque changer les systèmes aujourd'hui, qui sont des systèmes beaucoup plus financiers qu'humains. Et cela, c'est un gros projet. Donc, j'ai essayé de voir comment donner des conseils un petit peu plus petits. Et je dirais que c'est avec la confiance. Ce que j'ai remarqué à travers mes interventions en entreprise et le travail que je fais en leadership, justement, c'est à quel point il manque de la part des organisations la confiance dans l'intelligence et aussi dans la sincérité et l'honnêteté de leurs employés. Souvent, on crée des règles pour à peu près 5 à 10% de la population qui joue les systèmes, qui traîne les pieds, et on oublie qu'il y a 90-95% ou 90-95% des collaborateurs qui ne demandent qu'à donner leur meilleur et à faire du mieux qu'ils peuvent parce qu'il y a une appartenance encore. Bon, avec les jeunes générations, cette appartenance, elle est plus fragile parce que les organisations continuent à s'obstiner dans les vieux systèmes. Si on les
si on les valorise dans leur intelligence, si on les écoute dans dans leurs besoins qui est différent de ceux des générations précédentes et qu'on travaille ensemble dans un nouveau monde de l'entreprise, j'en connais beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à s'investir, mais ils n'ont pas le retour. Ça ne se rejoint pas. Donc ça, déjà, avec la jeune génération, il y aurait à rétablir la communication et aussi cette confiance qui fait que la hiérarchie devient davantage un soutien, un guide, plutôt que de prendre toute la responsabilité ou de penser qu'ils ont toutes les solutions ou tout cela. Donc, travail d'équipe, travail de fédération, travail de... Et c'est des mots qui peuvent paraître bateaux parce qu'ils sont beaucoup utilisés. Donc, j'invente rien, à part peut-être le mot de faire confiance. Je ne l'invente pas, ce mot-là, mais c'est peut-être un peu nouveau d'en parler pour que ça marche. Mais je dirais que justement, le meilleur conseil que je donnerais, ce serait mieux d'utiliser moins de mots bateaux, mais ceux qui sont utilisés, qu'on les mette en pratique. Quand on dit que les collaborateurs sont la plus grande richesse de notre entreprise, puis qu'on a des burn-out à n'en plus finir, il y a la congruence à faire aussi. Alors, je pourrais en parler encore bien longtemps, mais pour moi, c'est des points les plus essentiels. La confiance, la fédération, parce qu'on fait confiance, l'ajustement des communications entre les différentes générations et la congruence. Parce que les collaborateurs, quand ils voient l'écart qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est peu probable qu'ils s'investiront dans ce qu'ils font. Magnifique. C'est quelque chose que j'entends, qui est partagé par beaucoup de monde aujourd'hui. Je pense que la confiance, en tout cas appliquée comme tu l'appliques à l'intergénérationnel, c'est la première fois que je l'entends. Et je trouve ça merveilleux parce que si on fait le parallèle, par exemple, avec les tribus, Oui, où on apprenait des anciens, oui, c'est finalement un retour à quelque chose d'essentiel qui est que l'expérience parle et on a une certaine fraîcheur, soif de la connaissance des nouvelles générations qui oui, demandent aujourd'hui quelque chose qui est assez surprenant, c'est la santé mentale en entreprise. oui, Alors, je trouve ça très oui, curieux que ce prérequis fondamental à oui. l'existence professionnelle, aujourd'hui, c'est une demande qui est formulée. Donc, tous ces conseils pratiques que tu proposes, je les trouve très valuable, j'allais dire, mais très valorisables en Ouais. entreprise. Je crois, j'aime beaucoup ce que tu dis au niveau des tribus, tu vois. Il y a il y a des gens sur cette planète tellement plus sages que nous. Et je dois dire qu'au niveau des Occidentaux on a tendance à penser que notre façon est la façon. Je vois qu'on retourne de plus en plus vers des anciens euh, millénaires avec les approches asiatiques ou tout cela, mais même pour eux, il y a une évolution à faire. Et je crois que on a peur du changement. Et dans les entreprises, il y a encore cette notion d'avoir quelqu'un à la tête et le reste qui suit et où les plus vieux et les plus lents sont en tête de la horde, du groupe, parce que c'est eux qui donnent le rythme. Assez loin derrière, il y a le chef. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est de suivre ça. Par contre, c'est lui, le chef. Et je trouve ça tellement beau si on pouvait, tiens, c'est peut-être un conseil à donner, et si on regardait comment
qui sont les plus vieux qui peuvent donner un rythme et aussi partager l'expérience, l'expertise. Je dirais, parce que l'expérience et l'expertise, très souvent, peut-être que les jeunes peuvent, peut-être pas l'expérience, mais l'expertise, les jeunes l'ont peut-être plus que les plus vieux par les nouvelles technologies, par tout cela. Mais la sagesse de l'expérience, ça, c'est les vieux qui l'ont. J'en connais quelque chose. Et je me dis, c'était tellement beau de voir comment c'était bien organisé, personne ne se plaignait. Et ça, c'est une autre chose que je dirais. Est-ce que dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou que vous dirigez, tout le monde est véritablement, chacun est véritablement à sa place? Quand on est à sa place, moi je dis toujours, si tout le monde est à sa place sur cette terre, il n'y aurait plus de guerre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve Yoko. Donc merci Yoko. La question laquelle on essaye de répondre, on a essayé d'y répondre l'année précédente. Aujourd'hui, en 2026, on continue. Selon toi, quel serait ton conseil pour remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations ? Je pense que justement la respiration peut être vraiment une chose primordiale pour remettre de l'humain et surtout améliorer les relations entre les personnes, que ça soit finalement dans la rue, dans notre famille, dans l'entreprise. Le fait de prendre conscience comment est-ce qu'on respire, ça nous donne la possibilité de mieux se connaître, parce que si on prend conscience de comment on respire, ça veut dire qu'on prend un tout petit temps de savoir qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment même, et de plus être dans ce flux de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et toujours être dans son constant rush, stress. Et cette conscience de la respiration, elle paraît bête et très simple, elle est très simple à faire, mais peu de gens la font. Et je pense que si on y pense et on l'instaure dans notre quotidien, donc que ça soit au travail ou chez nous tranquillement dans notre cocon familial, ça peut vraiment changer la donne puisqu'on sera aussi beaucoup moins réactif, on aura du recul sur les situations et on saura choisir comment est-ce qu'on veut réagir face à tous les défis que nous présente la vie. On va pouvoir démarrer l'année d'un bon pied ou d'une bonne respiration. Et puis à vous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jackson. Jackson, cette question que tout le monde se pose, comment remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations aujourd'hui ? Merci beaucoup Nouma pour l'invitation et pour pouvoir discuter de ça. Le domaine dans lequel moi je suis depuis 15 ans, c'est le monde de l'éducation, le domaine public. Je suis enseignant et cette question, je crois que je l'ai depuis que j'ai commencé à enseigner, il y a 15 ans en arrière. Et ce que je dirais, c'est, à quelque part, c'est ce qu'on vient de faire là. Enfin, pour moi, remettre l'humain au centre, ça commence par retrouver notre humanité. Et moi, ce que je vois dans le monde de l'éducation, ou disons non, ce qui a été une révolution, je crois, pour moi, en tant qu'enseignant, pour connecter avec les élèves, pour que ça soit plus humain, ça a été déjà de reconnaître et de me connecter avec mes souffrances, mes difficultés, sans jugement, avec honnêteté. Comme tu dis, de marcher dans une salle de classe en présence. Et par exemple, ce qui a été un grand changement pour moi grâce à la méditation, à la mindfulness que je pratique maintenant depuis 15 ans, c'est qu'on a des réflexes, par exemple en tant qu'enseignant, mais j'imagine que ça se retrouve dans les entreprises, ça se retrouve dans plein de domaines. Quelque chose ne va pas en classe, les élèves font trop de bruit, c'est pas exactement ce que j'avais imaginé et ce qui serait bien. Et donc les remarques vont être « Ah, faites moins de bruit, ça va pas », des choses comme ça. Puis vraiment, pour moi, ce qui a été révolutionnaire, c'est de prendre une respiration et de voir « Ok, il y a trop de bruit, mais et alors, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, ça me stresse. Ah, ça me tend. Ok, pourquoi? Ah, j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Etc. Puis c'est d'aller, enlever les couches de compréhension de ça, puis après de pouvoir le communiquer aux élèves. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un automatisme, mais c'est de dire, écoutez, là, voilà ce que je vois, voilà ce que ça me fait,
voilà pourquoi ça fait ça. Et là, même si c'est des ados de 12, 13, 14 ans, là, il y a quelque chose qui se passe. De nouveau, de mon expérience. Là, ça connecte, là, ça écoute. Là, voilà, de montrer cette vulnérabilité-là. Je crois vraiment que les jeunes, mais aussi les adultes, maintenant je coach aussi des athlètes, des coachs, des adultes. C'est la même chose en fait. Je crois que là, il y a quelque chose d'humain qui se passe. Et après, du coup, les jeunes ont confiance parce qu'ils voient que c'est pas l'adulte fort, sans aucune faiblesse. Non, au contraire. Et donc, je crois que ça crée la connexion et la possibilité de communiquer. Donc, dans le monde du sport où il faut être fort, où il faut performer sous pression, en fait, c'est la même chose. Enfin, remettre l'humain là, c'est retoucher l'humanité. Puis pour moi, retourner à... Moi, c'est ça qui a été une des révolutions dans ma vie, c'est de revenir à ma vulnérabilité. En fait, c'est ça pour moi la vraie force. Enfin, je pense que les plus grands athlètes des plus hauts niveaux, ou peut-être même les plus grands dirigeants, je pense que s'ils stressent, ils vont le dire. Mais il y a le stress, il est là. Mais il y a tout le reste de mon être qui peut continuer de s'exprimer si je sais comment être avec, si j'en ai pas peur. Ça commence par soi-même et par se reconnecter avec notre humanité. Mais tant, là je parlais d'émotions difficiles ou des non-souffrances, mais tant que ça peut être toutes les choses positives et de pouvoir, moi ça a été aussi tout un apprentissage, de pouvoir dire aux élèves « Ah mais c'est magnifique ce qui se passe ici, j'ai beaucoup de plaisir et de bonheur d'être avec vous ». Enfin, hier avec une classe, c'est venu spontanément, mais je leur ai demandé une chose pour laquelle ils avaient de la gratitude aujourd'hui. Et des ados de 15-16 ans, il y a de la gêne, c'est pas évident, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre de la connexion, de l'apaisement. Donc voilà, je pourrais en parler longtemps, mais ça c'est une première partie de réponse. Magnifique, merci beaucoup. Puis à vous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Nouma. Je suis très heureux, merci. Là, on va pouvoir répondre à cette question que je pose à tous mes invités. Selon toi, comment remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations? Et je pense pour cette question, ce serait intéressant d'amener un nouvel acronyme, peut-être tu l'as vu dans les médias. En décembre de l'année passée, j'ai sorti l'acronyme SALTER, S-A-L-T-E-R, qui analyse la situation actuelle et qui est un suivi du VUCA, qui était en 1989, que les Américains avaient sorti, volatile, incertain, complexe, ambigu. En 2020, il y a Jamais Cascio qui a sorti le BANI, B-A-N-I, Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible, qui était déjà très bien. Brittle, ça voulait dire fragile, la glace sur laquelle on se balade peut casser à n'importe quel moment. A, Anxious, les gens ont de plus en plus de peur. N, non-linéaire, les conséquences de nos actes peuvent être exponentielles, on doit faire attention. Et finalement, incomprehensible, les gens ne comprennent plus rien. Mais j'ai remarqué que cet acronyme n'était plus actuel. Et pour remettre l'être humain au centre de nos stratégies, on va regarder ce que Salter nous indique. D'accord ? Super. On continue de te suivre alors. Avec plaisir, allons-y. Et donc on est de retour pour découvrir ce fameux modèle Salter. Donc, au fait, je ne vais pas aller trop dans le détail. Vous avez entendu parler des articles avant. Celui-là, c'est le 57, si je ne me trompe pas, qui est aussi en 4 langues. Et vous le trouvez aussi sur LinkedIn. Donc, on a parlé de salt. Ça vient donc de l'anglais salt, qui veut dire sel. Et la réflexion est la suivante. De mettre un peu de sel dans un plat, c'est bien, ça rehausse le goût. D'en mettre trop, c'est un danger. Et en analysant le monde actuel, pour remettre l'humain au centre, j'ai vu qu'il y avait 6 fractures qui nous préoccupent. La première est la saturation. Regardez cette personne, on est saturé tous les jours d'informations, de médias, à tous les niveaux. Combien de fois notre iPhone se met à vibrer? Combien de fois des pop-up arrivent sur l'ordinateur? Fake news et ainsi de suite. Donc il y a une saturation énorme. Et notre rôle, en tant que leader, partenaire et autres, c'est d'amener de la clarté. Je ne veux pas aller dans le détail, mais réfléchissez à cette notion de clarté pour éviter cette saturation. Deuxième élément, là c'est un des éléments clés de notre monde actuel, l'artificialité, l'intelligence artificielle et tout ça. On vit dans un monde qui devient virtuel, on ne sait plus ce qui est réel de ce qui est faux. La qualité de ces images, par exemple, devient tellement bonne qu'on ne peut plus le défier. Moi, j'y arrive plus déjà. D'ailleurs, on ne sait même pas si on est des vraies personnes en train de parler ou si c'est généré par On pourrait le faire, on arrive effectivement à le faire maintenant, où on peut parler d'autres langues et on ne le remarque pas. Là, le lien, on parlait de remettre l'être humain au centre des stratégies. Il faut faire un ancrage sur l'être humain. L'humanité est un élément extrêmement important dans cette réflexion. Et on sait que pour les transformations, l'élément le plus problématique, c'est l'être humain, ce n'est pas la technologie. Donc il est important qu'il y ait de nouveau un centrage sur l'être humain. Ça, c'était le deuxième élément d'artificialité. Le L,
L'habilité, peut-être c'est un mot qui n'est pas très très courant. Regardez cette montagne russe avec ce cœur. On est de plus en plus dans des rôles différents. On perd ici de nouveau un ancrage presque ethnique. Qui suis-je en tant que parent, manager, partenaire et autres et c'est très difficile de se retrouver. Et là, il est important de faire un travail sur soi pour voir quelles sont ses valeurs et essayer de trouver une stabilité. Donc cet ancrage que j'ai parlé avant est important. Et on le verra avec la lettre suivante. On ne doit pas être seul, mais pas se cantonner dans un groupe également seulement. Et c'est cette notion de tribalisme. Il y a des clans qui se forment, et ça peut-être vous le remarquez. Ces clans se forment et on est nous contre les autres. Il n'y a plus tellement de dialogue entre les équipes, il n'y a même plus de débat. Souvent, moi j'ai la vérité, on a la vérité avec notre équipe, on est contre l'autre équipe. Et on doit réapprendre à travailler en co-création avec les autres. L'appartenance à un groupe est bonne, mais pas la bloquer. C'est une appartenance globale et on doit faire attention à son groupe et aux autres. Et cette co-création est une notion importante de solution. 5e élément, avec tout ce qu'on voit jusqu'à présent, vous l'avez peut-être constaté dans vos équipes, dans la société, on prend de moins en moins de responsabilités. On essaie d'éviter, par peur aussi, des conséquences. Mais ça va encore pire que ça. Cet évitement, c'est qu'on commence à avoir du sarcasme, à faire des mauvais gags, à parler mal des autres. On doit faire attention à ceci et reprendre une responsabilité. Chaque personne individuelle peut contribuer à un monde meilleur. On commence par soi et son entourage. Et quand je parle de responsabilité, moi j'aime bien le terme anglais qui est accountability. En français, je crois qu'on parle de redevabilité, si je ne me trompe pas. Et c'est de vraiment prendre ses responsabilités et de porter les conséquences. Et dans les nouvelles formes d'organisation, je trouve important ceci. Certaines entreprises disent on veut donner la responsabilité aux collaborateurs, on veut donner le pouvoir aux collaborateurs. C'est bien beau. Donner de l'autonomie, oui, mais pas tout le monde a les reins assez solides pour porter les conséquences et prendre ses responsabilités. Donc là aussi, on a un rôle dans la société et dans l'entreprise. On a besoin de leaders qui prennent des décisions dans des moments difficiles pour pouvoir donner de l'autonomie aussi aux personnes qui le peuvent. Et on doit regarder d'après les ressources des personnes. Ça, c'était l'évitement. Et finalement, vous avez peut-être constaté que les gens se sentent de plus en plus seuls aussi. Et il y a une rupture de sens, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les valeurs. Et il est important de retrouver une résonance, j'aime bien le mot résonance, envers soi, envers les autres, envers la nature. Et vous avez vu que je parle toujours de l'être humain là derrière. La technologie n'a pas été mentionnée. L'intelligence artificielle est un élément extrêmement important. On ne va pas passer à côté. On doit apprendre à la maîtriser, à l'apprivoiser et la combiner avec notre intuition. Et là, il y a une notion de courage à avoir, réapprendre à faire confiance à son intuition. Attention, l'intuition a des biais. L'article n'est pas encore paru, il paraîtra dans quelques semaines. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, David. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce lien entre cette sphère qui est finalement professionnelle, mais aussi cette dimension humaine que l'on porte dans le cadre de l'entreprise, et puis là, qui s'étend avec cette notion de communauté, et puis cette définition de la responsabilité aujourd'hui, qui est au cœur de nombreux débats et que tu présentes avec cette clarté dont tu parlais au tout début de ce magnifique modèle. Donc, je vous invite à nous suivre et puis on se retrouve à nouveau sur le canapé. Merci. Alors en 2026, j'ai envie d'aller encore plus loin et de lancer cet appel à toutes celles et ceux qui, parmi vous, se reconnaissent dans ces questions de la santé mentale en entreprise, de la performance durable, des risques psychosociaux ou bien de la qualité de vie au travail, afin d'œuvrer ensemble à la transformation de notre façon même de travailler et puis de progresser pour inscrire notre performance dans la durée. N'hésitez pas à me contacter directement via LinkedIn ou mon site internet afin d'en discuter et peut-être de vous mettre vous aussi en lumière sur ces problématiques.